Alors nous voilà pour la première fois au Point Culture de Liège pour continuer notre série d'interviews des conservateurs, animateurs des musées gratuits le premier dimanche du mois. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Deitz qui est conservateur du Mouloum, le musée du luminaire à Liège. Bonjour Monsieur Deitz. Bonjour Monsieur Remacle. Alors pourriez nous expliquer d'où vient le projet de ce musée du luminaire? Certainement. Donc, j'ai donné ma collection, 48 années de collection à la ville de Liège. Elle se dispose sur le Mouloum que nous venons d'ouvrir avec la ville de Liège le 5 octobre 2012. Une autre partie reste à mon domicile qui est aussi donnée à la ville de Liège, Muvilum, où là les lampes sont présentées donc, en situation, par exemple parc, jardin, cour, et toutes pouvant être allumées. Tandis que le Mouloum est un musée didactique et technique, il y a très peu de lampes qu'on allume, mais on présente un bel échantillonnage de la préhistoire au XXIe siècle, de tout ce qui a principalement existé comme luminaire dans toutes les cultures et les différentes civilisations. Justement, comment vous organisez, comment vous classez les différentes lampes? Vous pouvez un peu nous dire quelles sont les grandes séries que vous avez faites? Certainement. Donc c'est beaucoup plus facile au musée ou au Mouloum que chez moi. Donc là, nous sommes basés sur le temps. Dans le premier parcours en 15 vitrines, donc nous montrons la progression des luminaires depuis la préhistoire jusqu'au XXIe siècle. Donc nous montrons ce qui a existé, par exemple à l'époque de la préhistoire. Donc ce n'est pas forcément un combustible, ça peut être deux, comme par exemple le feu qui est combustible solide et la graisse animale, puis l'Antiquité, puis le Moyen Âge, puis le XVIe, XVIIe siècle, puis les premiers grands progrès qui ont changé l'histoire de l'éclairage fin XVIIIe siècle, et évidemment le XIXe siècle qui à lui seul prend 90% ou 80% en tout cas des inventions en matière d'éclairage. Donc c'est très important parce que le luminaire est à la fois un objet technique, historique et esthétique. Ça, esthétique, c'est subjectif, mais il y a ces trois aspects. Et l'esthétique a parfois été conditionnée, par exemple quand les lampes devaient contenir des mécanismes pour faire monter le combustible, donc l'esthétique a parfois été conditionnée par la technique. Ce n'est pas évident toujours de voir ça. Et c'est une découverte. On a de plus en plus de gens qui viennent visiter. Il y a aussi 4 lampes qu'on expose au Grand Cursus, dont 2 lampes. C'est un peu une histoire du monde à travers l'histoire de la manière dont on s'éclaire. Certainement, parce que dans mon livre ici, qui a été publié par les éditions du Perron, Histoire des luminaires, Histoire des hommes, nous montrons les principales inventions en matière d'éclairage. Oui, il y a 592 pages, donc avec des fiches techniques, les principales inventions de la préhistoire au XXIe siècle. Et on voit justement cette évolution qui a pu être faite et qui a été influencée parfois par des événements historiques, les recherches des hommes, la révolution industrielle, évidemment, qui a joué aussi. Alors, cette collection, elle traverse le monde, toute l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous l'avez constituée? Au départ, donc, j'avais 15 ans, donc j'ai commencé par récupérer 2 lampes qui se trouvaient au gaz, qui étaient dans l'Athénée de Liège 1, juste avant sa démolition, donc en 1966. Puis après, au hasard des brocantes et des antiquaires, donc j'ai acheté une pièce, puis l'autre, puis quand donc les moyens sont devenus plus élevés, nous avons pu sélectionner des pièces plus importantes pour arriver jusqu'à ce moment où nous pouvions prétendre à une collection internationale. Nous avons maintenant 2100 pièces en tout. Le musée de Bruges, autre grand musée public de Belgique, montre encore plus de lampes, bien sûr, mais donc nous pouvons dire que dans notre petite Belgique, nous pouvons montrer un vaste échantillonnage de luminaires et qui montre le génie de l'homme dans ce cas. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce monde des luminaires qui vous a amené à faire cette collection? Oui, c'est assez anecdotique. On avait de beaux objets, de beaux meubles dans la famille, mais il y avait, à part 6 chandeliers, il n'y avait aucun beau luminaire. Et je m'étais dit, mais pourquoi est-ce que le luminaire est le sacrifié? Pourquoi doit-il avoir uniquement des luminaires pratiques et pas esthétiques? Et alors je me suis dit, je vais essayer de combler cette lacune. Je me suis intéressé
hein, il fallait remonter à des livres du 19e siècle, à l'histoire de l'éclairage petit à petit. Je me suis dit, ben voilà, il y a des beaux meubles, il y a des beaux objets, ben, il pourrait y avoir de belles lampes, et je vais commencer. Ça a été le moteur à 15 ans. Et vos visiteurs, ils viennent d'où? Vous pouvez un peu les décrire? Qui est intéressé par les luminaires que vous C'était mal exposez? connu, comme l'histoire de l'éclairage, hein, avant nos musées, la sortie de mon livre, etc., les contacts avec de nombreux antiquaires. L'histoire de l'éclairage était mal connue, donc forcément, le public, bah, il venait un peu comme ils iraient dans un magasin de lustre ou chez un antiquaire, puis ils ont découvert qu'il y avait toute une histoire, toute une technique et des choses dans différents pays, différentes civilisations. Et nous avons des gens de plus en plus intéressés, jeunes, moins jeunes, une majorité quand même de gens de plus de 40 ans, mais donc c'est chaque fois une découverte. Et les jeunes, évidemment, qui n'ont connu que l'électricité, c'est une découverte totale. Par contre, pour des gens de plus de 50 ans, et même 95 ans, nous en avons eu, eh bien, ils croyaient, ils avaient un raccourci de l'histoire de l'éclairage, et la lampe, par exemple, qui est sur la table, pour eux, ils ne comprenaient pas l'évolution que ça avait pu avoir en raccourcissant, si vous voulez, l'histoire de l'éclairage au pétrole, au gaz et à l'électricité. On a une vue très réduite. Et alors, quand on vient et qu'on s'entend expliquer tout ce qu'il y a pu avoir, toutes les variétés, et les obligations techniques aussi des combustibles, qui ne sont pas les mêmes. Hein, si vous mettez de l'essence dans une lampe à huile, vous avez un cocktail Molotov. Hein, l'inverse, il ne se passe rien. Donc, il faut comprendre tout ça et l'expliquer. Alors, vous nous avez fait le plaisir de nous apporter une lampe. Vous pouvez nous la décrire, expliquer en quoi, Oui, oui. quelles sont ses particularités? Pourquoi vous avez choisi cette pièce-là d'abord? Parce qu'elle a une histoire et que c'est une lampe d'abord toute simple, en tôle peinte. Alors, c'était à l'origine une lampe à huile, donc qui fonctionnait avec un mécanisme, sans s'étendre trop longtemps. Le grand problème des éclairages à huile végétal et animal, c'est que l'huile ne monte pas par capillarité de plus de 5-6 mm. Donc, il a fallu trouver des systèmes, d'abord mouvement d'horlogerie et pompe, puis système, comme dans cette lampe, un ressort relié à un piston qui était actionné par une clé et qui exerçait une pression sur l'huile pour la faire monter du bas vers le haut. Vous n'aurez jamais plus ça avec d'autres combustibles comme le pétrole et encore moins l'essence, évidemment. Donc cette lampe était une lampe à huile et à la guerre de 1870, donc quand les Prussiens sont venus à Paris, ils ont pris cette lampe comme différentes autres, ont vidé le mécanisme à l'intérieur, ont ressoudé le fond et l'ont transformé en lampe à pétrole, en virant tout ce qui était à l'intérieur, y compris le bec. Et alors ils ont mis un bec, qui est le bec Cosmos, qui est un bec très pratique à pétrole, mis au point breveté par Wild et Wessel à Berlin en 1865, donc 5 ans avant cette guerre. Et comme par hasard, il se trouvait là, ils ont vissé ce bec qui était le Nec Plus Ultra, qui était le LED un peu de l'époque, et ils l'ont vissé sur cette petite lampe qui a servi sûrement dans les chemins de fer ou sous les tentes ou dans les bivouacs, n'est-ce pas, des militaires. Voilà, un peu l'histoire de cette lampe toute simple. Et vous avez les monogrammes ici sur leur monte-mèche, Wild et Wessel à Berlin, et ici un monogramme sur le bas de la lampe qui vous montre que c'est une lampe à modérateur faite à Paris. Et vous exposez combien de lampes? Au Mouloum, nous en exposons, 1020 à peu près. Et chez moi, à peu près un peu plus. Et 4 sont au Grand Cursus, dont une lampe romaine et une paire de lampes Carcel, qui sont des lampes brevetées à Paris, en colonne impériale. Et nous sommes le seul musée à montrer sur une cheminée Empire ces 2 lampes avec leur globe. Et donc, c'est vraiment typique. C'était le Nec Plus Ultra à l'époque de Napoléon Bonaparte, donc vers 1810. C'était vraiment la dernière révélation. Une lampe dont l'huile était, donc la propulsion de l'huile du bas vers le haut était commandée par un mouvement d'horlogerie relié à un corps de pompe qui faisait monter l'huile. On n'avait jamais vu ça. Les progrès de l'huile sont donc arrivés au début du 19e siècle. Malheureusement, pour cet éclairage qui durait depuis la préhistoire, il y avait les concurrents qui allaient se présenter au 19e siècle, donc le pétrole et le gaz, évidemment, qui étaient les 2 principaux concurrents, puis par après l'électricité, évidemment. Il y a des périodes qui vous manquent, il y a des choses que vous aimeriez améliorer.
Ben, disons, dans la présentation au musée, qui n'est pas très grand, mais nous en sommes bien sortis. Donc, il y a un parcours 1 avec les vitrines, un parcours 2 avec des blocs exposition. Nous avons écrit des parcours bien lisibles pour les gens. Toutes les visites sont guidées. En général, je fais la guidance des visites. Bien sûr qu'il y a toujours l'une ou l'autre pièce. Une collection n'est jamais complète. Mais heureusement, elle tend à l'être pour ce qui est important. Mais il y a toujours, bien sûr, la cerise sur le gâteau, comme on dit. Il y a toujours une pièce qui peut manquer, qu'elle soit de l'Antiquité, un peu moins, évidemment, du 19e siècle. Là, on a pratiquement tout ce qui était important d'avoir. Mais il y a toujours une pièce monogrammée. Par exemple, une fois, une lampe a circulé avec un monogramme donc, du Sénat français. Donc, il y a toujours des choses particulières qu'on peut découvrir au hasard, des recherches et des trouvailles. Vous n'avez pas la lampe d'Aladin? Ah, ça c'était... La lampe d'Aladin, en fait, c'est une légende qu'on montre toujours aux gens. En fait, donc les contes des Luminés Nuits ont commencé au 9e siècle pour se poursuivre même au 18e siècle. Et en fait, ce qu'on appelle la lampe d'Aladin, Aladin n'a rien inventé, c'était un personnage de Mille et une nuits, et il s'est trouvé en face de la lampe à huile musulmane, tout simplement. Comme cette huile ne fonctionnait pas pour des raisons techniques liées à l'éclairage à huile, mon bec qui monte trop haut, eh bien, elle faisait beaucoup de fumée. Alors que les musulmans aient utilisé de l'huile végétale ou animale, ou même le pétrole non raffiné, parce que dans l'Antiquité, on a pu utiliser rarement le pétrole non raffiné parce qu'il était gras, il faisait beaucoup de fumée et ce n'était pas une bonne odeur, donc il faudra attendre le milieu du 19e siècle pour que le pétrole soit vraiment bien raffiné. Eh bien, dans cette lampe Aladin dont vous parliez, au Moyen-Âge, eh bien, donc ils ont mis l'un ou l'autre, mais que ce soit l'un ou l'autre, ça faisait beaucoup de fumée. Alors la fumée qui sort de la lampe, le génie qui sort de la lampe, c'était facile d'en faire la démonstration. Voilà. Voilà, le 2 mars, le Mouloum, le musée aux 1001 lampes et quelques, sera ouvert. Le conservateur nous recevra, fera plusieurs visites guidées. Il sera exceptionnellement aussi ouvert l'après-midi. Et nous y serons présents, comme tous les premiers dimanches du mois. Avec plaisir, monsieur Remax. Merci de votre visite. Merci à vous.